Donc, Elliot, tu as fait une prépa scientifique PCSI, PSI étoile au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, donc tu viens d'ici. Tu as ensuite intégré en 3,5 l'Institut d'Optique Graduate School, ou Supoptique pour les intimes. Enfin, j'imagine qu'on appelle ça encore Supoptique, où tu as Oui, obtenu tout ton à fait. diplôme d'ingénieur. En parallèle de tes études d'ingénieur, tu as obtenu un diplôme de master de physique de l'EUR Light à l'Université de Bordeaux. Et aujourd'hui, le groupe d'atomes froids sous la direction de Simon Bernon, et tu mènes des expériences sur le design et l'implémentation d'une puce atomique pour la conversion d'informations quantiques. Donc, je te laisse la parole pour 15 minutes pour nous faire une présentation D'accord. du... Donc, merci beaucoup, ouais, Alexandre, pour cette introduction. Oui, moi, je vais vous présenter une introduction au papier de recherche de Michel Brune et collaborateurs, Observation de la décohérence progressive du mètre dans une mesure quantique, paru en 96 dans Physical Review Letters. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter cette image qui illustre une expérience de pensée de Schrödinger dans laquelle il imaginait un dispositif qui propagerait une superposition d'états microscopiques, ici, d'un atome, jusqu'au monde macroscopique, et donc qui aboutirait à un chat qui serait plongé dans un état à la fois mort et vivant. Ce qui illustre cette expérience, c'est le fait qu'on aboutit aussitôt à des conclusions un peu absurdes dès lors qu'on essaie de considérer des objets macroscopiques comme de simples gros objets quantiques. Donc aujourd'hui, le modèle qui permet le mieux de décrire pourquoi est-ce que on n'observe pas dans la vraie vie des états macroscopiques tels qu'un chat dans l'état mort et vivant, ça s'appelle le modèle de la décohérence. C'est l'objet de la présentation que je vais vous présenter. Donc le principe de l'expérience est de reproduire cette expérience de pensée, non pas avec un chat, mais avec un champ piégé dans une cavité qui serait dans une superposition des états à la fois plus phi et moins phi. Donc un champ avec deux faces différentes. Cette superposition d'états serait appliquée à l'aide d'un atome de Rydberg et également dans une superposition d'états ici. Cette expérience s'inscrit plus largement dans la question du postulat de la mesure en mécanique quantique et qui consiste aussi à savoir à quelle proportion est-ce que peut survivre une superposition d'états ici. Alors, un des aspects importants de cette plateforme et qui en fait sa richesse, c'est le fait qu'on peut faire varier l'intensité de la source qui nourrit la cavité ici. Donc, on peut faire varier le nombre de photons dans la cavité. Et donc, ça va nous permettre d'explorer la frontière entre quantique et classique. Alors, la source, elle émet un état quasi classique du champ électromagnétique. Par exemple, si on commence avec une cavité avec zéro photon à l'intérieur, on a cet état-là qui est présenté euh, dans, qui se présente par un disque comme ça avec une certaine des fluctuations quantiques du vide. Et donc, à mesure qu'on va augmenter le nombre de photons dans la cavité, on va appliquer à ce disque un certain vecteur qui va être donc un état cohérent du champ. Et donc, la taille de ce vecteur, la norme, sera proportionnelle à la racine du nombre de photons. Donc, la phase sera la phase du champ cohérent. Et donc, dans la limite où on a un nombre macroscopique de photons dans la cavité, on retrouve les états classiques du champ électromagnétique. Donc, en variant le nombre de photons, on peut explorer les deux régimes entre quantique et classique. Donc, première chose qui va être importante de faire, première chose qu'on va faire, c'est de créer un chat de Schrödinger. Premier ingrédient pour créer ce chat de Schrödinger, ça va être une cavité supraconductrice dans le domaine des micro-ondes. En fait, c'est là où on fabrique les meilleures cavités. Donc, c'est ça, une cavité refroidie en dessous du degré Kelvin, en niobium, et donc qui sera supraconductrice. Cette cavité a un facteur de qualité de 5 10 puissance 7. Donc ça, c'était en 96, donc le papier que je vous présente. Par la suite, dans les années suivantes, ces facteurs de qualité ont pris encore des ordres de grandeur, 3 ordres de grandeur. Donc en parlant de finesse, en termes de finesse, c'est 10 puissance 6. Le diamètre de la cavité, il est de 5 centimètres. Elle résonne dans les micro-ondes, donc on l'a dit à 6 millimètres de longueur d'onde. Et le temps de vie des photons dans la cavité, donc c'est 160 microsecondes en 1996. Donc c'est un temps de vie qui est relativement long.
et qui donc va nous permettre d'observer la décohérence du chat sur des échelles plus petites, mais qui restent longues pour observer. Donc le deuxième ingrédient, c'est des atomes de Rydberg circulaires. Donc déjà les atomes de Rydberg, c'est des atomes alcalins, donc avec un électron de valence qui sont excités dans des niveaux d'énergie élevés. Donc typiquement ici, c'est les niveaux entre qu'on appelle GE de nombre principal quantique 50 et 51. Euh, donc c'est une transition qui est dans les micro-ondes, donc très bien pour notre cavité. Et la particularité des atomes de Rydberg, c'est qu'ils ont un moment angulaire qui est maximum, qui vaut n-1. Et donc, ça leur donne un temps de vie dans leur niveau qui est très long, qui est de 30 millisecondes, donc largement assez pour notre expérience. Et en fait, c'est dû au fait que les niveaux ont qu'un seul niveau accessible pour se désexciter, qu'un seul canal de relaxation. Et donc, c'est ce qui leur donne comme propriété d'avoir des temps de vie très longs. Deuxième propriété qui est importante pour les atomes de Rydberg, c'est qu'ils ont un très grand dipôle électrique. En fait, le rayon de l'orbite de l'électron, il varie en n carré. Donc ça engendre un très grand dipôle électrique et ce qui le rend sensible au champ généré par un unique photon, un photon unique. Donc, on a notre atome de Rydberg, et donc on considère cette transition dans les micro-ondes. On va placer notre cavité légèrement en désaccord avec cette transition, dans un régime tel que donc l'absorption est négligeable et qu'on puisse considérer uniquement les effets de dispersion ici. Et donc lorsqu'on va envoyer un atome dans la cavité avec un état, par exemple l'état E, et ben l'atome va déphaser le champ d'une phase exponentielle I-phi, qui va le déphaser de phi. S'il arrive dans l'état G, le champ va être déphasé de moins I-phi. Ok. Donc, on commence avec des atomes de Rydberg dans l'état G et on leur applique une superposition d'états ici qui les met dans l'état E plus G. Et donc, à ce moment-là, quand ils vont traverser la cavité, ils vont engendrer un déphasage sur le champ qui va plonger le champ dans une superposition des états plus phi moins phi. Et donc, dès ce moment-là, on a créé un chat de Schrödinger, on a une superposition des états qui est macroscopique, qui correspond à une superposition du champ alors qu'ici, on avait une superposition microscopique, par exemple. Alors, comment ça se traduit expérimentalement? Donc, ça commence ici avec un certain four qui décrit donc un jet atomique. Donc, on a certains atomes qui arrivent par ici avec une certaine vitesse. Et là, on va les préparer dans des états de Rydberg donc circulaires, ici. Et ici, c'est la cavité R1. C'est une première cavité qui a un faible rapport de facteur de qualité et donc qui est un champ avec beaucoup de photons complètement classique en fait, et qui sert juste à préparer la superposition des états E plus G pour nos atomes. Et donc ici, on a la cavité qui va abriter le chat de Schrödinger, qui va subir le déphasage. Et maintenant, donc je vais vous décrire à quoi servent ces composants suivants. Ils servent à la caractérisation du chat qu'on vient à peine de créer ici. Donc, en fait, la cavité R2, c'est la même que la cavité R1. Donc, faible facteur de qualité, champ complètement classique et même source. En fait, l'utilité de cette cavité R2, c'est avec la cavité R1 de former un interféromètre de Ramsey. Donc, je vais vous décrire un peu plus tard ce que c'est, juste après. Et donc, ça va nous servir à caractériser le chat de Schrödinger. Et par la suite, on a les détecteurs pour détecter l'état du photon. Donc, ça marche par ionisation de l'atome. L'état, pas du photon, pardon, de l'atome. Donc, première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un chat déjà dans la cavité? Alors, qu'est-ce qui se passe déjà s'il n'y a pas de photon dans la cavité? Alors, je vous ai dit, ici, c'est la cavité R1, la cavité R2, complètement classique. Ça forme un interféromètre de Ramsey. En fait, c'est l'exact analogue en optique d'un interféromètre de Mach-Zehnder. Donc, lorsqu'on a notre détecteur et qu'on détecte les atomes ici, on détecte leur état, en fait, la probabilité d'être dans l'état E, ici, suit une sinusoïde. C'est les figures d'interférence qu'on observe ici.
Et en faisant varier le déphasage entre les deux impulsions ici de la cavité, on fait varier la phase de cette figure d'interférence. Maintenant, on va envoyer quelques photons dans la cavité, cette cavité-là. On va commencer avec une cavité qui présente un désaccord qui est assez large. Et donc, les atomes, quand ils vont aller dans la cavité, ils vont imprimer un déphasage qui va être assez faible. Vous voyez les deux composantes du champ ici, qui sont assez faibles, elles se recouvrent encore assez largement. Et à mesure qu'on va accorder la cavité proche de la résonance, le déphasage va être de plus en plus grand. Comme vous voyez ici, les composantes se séparent. Et en se séparant, on voit quelque chose, c'est que les franges d'interférence se brouillent et le contraste diminue beaucoup. Alors là, ça n'a rien à voir avec la décohérence, c'est simplement le témoignage qu'on est en train de faire une expérience de complémentarité. En fait, à mesure qu'on déphase le champ, les différentes composantes du champ ici, donc le champ acquiert de l'information à propos de l'état de l'atome qui est encodé donc dans la phase, et donc on a une information sur l'état de l'atome qui brouille les franges. Pourquoi ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on a des franges déjà? C'est si on détecte les atomes dans l'état E ici, il y a deux chemins pour l'atome d'avoir atteint cet état. Soit l'atome était dans l'état G, puis il a traversé la cavité R1, il a subi une transition vers l'état E, et puis il a été détecté ici. Soit il était dans l'état G ici, et il a subi sa transition dans la cavité R2, et puis il a été détecté. Donc ça forme une figure d'interférence, c'est ce qu'on avait ici. Mais maintenant qu'on a placé notre cavité, on a acquis de l'information sur le passage de l'atome à travers la cavité. Et donc, ces interférences se brouillent. Donc, ça ne nous renseigne pas, en fait, sur le fait sur la cohérence de notre chat, mais ça nous renseigne sur le fait qu'on a bien un champ qui est dans une superposition d'états qui sont distincts, comme ça. Et d'ailleurs, le contraste varie et été vérifié pour varier comme le produit scalaire entre ces deux composantes du champ, ici. Donc maintenant, on va s'intéresser à mesurer la cohérence du chat et à observer la progressive décohérence de lui. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va envoyer en fait un deuxième atome dans la cavité qui va suivre le premier après un certain temps tôt. Donc le premier atome, comme la première fois, il sert juste à créer le chat, donc à déphaser le champ suivant deux composantes comme ceci. Et le deuxième atome, lui, va sonder le chat. Donc, comment ça se passe? C'est que à nouveau, le deuxième atome, il va déphaser par deux composantes chaque partie de la phase. Donc en fait, on va avoir à nouveau quatre composantes, dont deux identiques. Une phase avec deux filles, deux phases avec zéro de déphasage et une phase à moins de phi, ici. Et donc à nouveau, ici on a deux chemins qui sont indistinguables, indiscernables et qui sont différents. Donc on va avoir une interférence des chemins quantiques qui va avoir pour conséquence de modifier les probabilités de double détection de l'état des atomes. Par exemple, pour le premier atome d'être dans l'état E et le deuxième d'être dans l'état G. Et donc en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est à partir de ces probabilités ou de ces mesures qu'on va faire, de calculer un paramètre, on va appeler le paramètre Two Atom Correlation Signal, qui va être de telle sorte que pour un chat parfait, complètement cohérent, qui n'a suivi aucune décohérence, état vale 0,5, et dans le cas d'un chat complètement incohérent, décohérent, il valent 0. Donc là, on a pu mesurer, enfin, dans le papier a été mesuré état en fonction du temps, le temps en unité du temps dit dans la cavité, et on voit une décroissance de état qui est quasiment exponentielle et qui est fortement dépendante de la distance de séparation entre les composantes du chat de Schrödinger, ici. Donc ces expériences ont été faites à 3,3 photons en moyenne, et pour des désaccords qui sont dans ce cas-là de 70 kHz ici, pardon, et de 170 kHz ici. Et donc la décohérence prévoyait déjà un temps de décohérence en 2 fois
temps de vie des photons dans la cavité sur la distance au carré. Euh, et donc, voilà. Donc, dans cette expérience, on a pu observer la décohérence en fonction du temps. Donc, pour conclure, c'était en fait une des premières expériences qui a permis d'observer donc la décohérence des mini-chats de Schrödinger, donc pour 3,3 photons dans la cavité et pour des distances de séparation qui étaient encore relativement faibles. Mais comme je le disais en introduction, en 2008, l'expérience a été refaite avec des cavités de facteurs de qualité encore meilleurs et qui ont permis d'avoir des chats de Schrödinger de dizaines de photons, d'une dizaine de photons, et même de faire la complète tomographie des états du champ, du chat de Schrödinger, et voilà, d'observer la décohérence sur des temps beaucoup plus longs qui sont de dizaines de millisecondes ici, comme vous voyez. Merci à vous. C'était ma conclusion.